Le monstre que j'ai créé pour protéger mon enfant intérieur devient ingérable aujourd'hui. Le travail, c'est ça, c'est d'aller s'occuper de notre enfant intérieur, d'aller parler à nos parties protectrices pour leur demander de nous laisser de l'espace. La personne qui était prise par une dépendance qui gâche sa vie veut aider l'enfant intérieur, veut l'envelopper d'amour. J'étais constamment en train de mettre le bâton dans les roues de mon vélo, puis je tombais à terre. Je me rendais pas compte. S'aimer dans nos erreurs, ça apaise quelque chose dans nos profondeurs qui réduit l'élan de s'auto-saboter. Une mer calme ne fait pas des bons marins. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un autre épisode de Conversation Inno6. Aujourd'hui, je reçois Albert Bissada qui m'a été fortement recommandé par mon ami Benoît Bousquet. J'avais très hâte de rencontrer Albert. Quand j'ai navigué sur son profil, je me suis rendu compte qu'on avait plein de personnes en commun et qui était quelqu'un qui aimait accompagner les gens aussi à créer des transformations. Et j'ai très hâte de m'entretenir avec lui aujourd'hui. Albert est un professeur et formateur de yoga, hypnose et coaching à Montréal et à Québec. Il donne de nombreux types d'ateliers sur la méditation, les visualisations guidées, le développement personnel, le décodage des rêves et la généalogie. Il donne des formations de yin yoga, de yoga nidra, ainsi que des formations en hypnose et coaching pour les coachs professionnels et hypnothérapeutes et les travailleurs en relation d'aide à plusieurs grandes écoles de PNL au Québec. Son travail s'inspire profondément de l'approche symbolique de Carl Jung, Joseph Campbell et Alejandro Jodorowsky et des grandes écoles de mystère et de sagesse du monde. Sa démarche vise à ouvrir et réactiver l'imaginaire du pratiquant afin d'allumer l'étincelle créateur de transformation en soi et d'installer un lien intime avec le grand mystère. Wow! Très heureux de te recevoir. Ça résonne énormément en moi en lisant cette biographie qui te représente. Donc, Albert, j'ai une très grande curiosité de savoir, premièrement, qu'est-ce qui t'a amené à commencer dans le domaine de... Par où tu as commencé, premièrement, à travers tout ce cursus de formation et de curiosité? Mhm, mhm. Euh, ça a toujours été présent. Depuis la petite enfance, je me posais des grandes questions. Hum, Ça a toujours été une réflexion. Le monde intérieur, l'au-delà, a toujours été une partie de mon être, de ma conscience. Et évidemment, petit, je me sentais dépassé par ça, Hmm. et même un peu ébloui. J'avais des fois des expériences d'ouverture de conscience que je ne comprenais pas, et qui m'effrayaient même à Ouais. l'époque. Je suis d'origine égyptienne du côté de mon père. Mon père est chrétien de l'Égypte, du sud de l'Égypte. Puis j'ai fait mon premier voyage en Égypte à 8 ans. Et puis j'oublierai jamais un moment où on avait été visiter les tombeaux des pharaons. Il y a un lieu qui Ouais. s'appelle, la vallée des morts. Et Mhm. puis on est véritablement sous la montagne, tu sais, vraiment comme on imagine, tu sais, ces labyrinthes creusés dans la pierre, avec les murs remplis d'hiéroglyphes, et qui parlent d'un langage, c'est codé, incompréhensible, mais vibrant à la fois. Ouais. Et puis enfin à essayer de comprendre le peuple sans ressources et sans moyens technologiques qui faisait ce travail-là, et c'était tellement inconcevable que je pouvais sentir que ces gestes étaient propulsés par la foi, qu'il y avait quelque chose de plus grand qu'eux qui les menait à faire ce qui nous semble aujourd'hui impossible, et que Mhm. c'est seulement cet élan-là qui permet de créer ce genre d'œuvre-là. Et donc je sentais vraiment, tu sais, la présence qui accompagnait l'humanité dans ces différents courants. Hem Et un jour, à 17 ans, j'ai lu le livre Siddhartha de Hermann Hesse, et c'est vraiment un petit bijou d'un livre. Hermann Hesse, c'est un grand auteur, prix Nobel de la littérature allemand. Puis ce livre-là se distingue de ses autres livres, puis c'est l'histoire d'un brahmane 500 ans avant Jésus-Christ qui est à la recherche de la vérité, qui quitte sa famille, qui rencontre le Bouddha, mais refuse la voie du Bouddha pour poursuivre la sienne, et Mhm. éventuellement rencontre un passeur de rivière qui
par la rivière, découvre et expérimente l'illumination. Et puis, c'est un livre qui étale d'une façon magique les principes fondamentaux de, tu sais, du bouddhisme, des écoles orientaux, tu sais, sur la quête de l'humain à la recherche de la Ouais. vérité. Et puis, quand j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'un jour, j'allais dédier ma vie à ces idées-là et ces pratiques-là. Mais c'était pas le moment. J'avais 17 ans et j'avais le feu tu sais, de la vie en moi et j'avais beaucoup d'expérience à vivre. Et puis, à 25 ans, j'ai fait mon premier cours de Vipassana. Et puis, là, c'était comme le gong avait sonné. J'ai senti que ça y est, c'est le moment. Je commence maintenant. Et puis là, j'ai commencé de façon très assidue, tu sais, à pratiquer matin et soir, à lire, à m'absorber. Et puis, de fil en aiguille, genre, c'était, tu sais, un truc menait à un autre truc, qui menait à un autre truc, qui menait à un autre. Mhm. Et un prof et un autre prof et un autre enseignement et toujours à m'imbiber et toujours à sentir qu'il y a énormément à découvrir et apprendre et puis les années passent, puis j'en reviens pas là, maintenant que ça fait 27 ans v que je pratique la méditation, ça fait 20 ans que j'enseigne le yoga et la méditation et c'est je ouais, je sais pas, c'était inimaginable au départ d'imaginer toutes les découvertes qui viendraient en cours de chemin, tu sais? Ouais. Donc Ouais, voilà comment absolument. j'ai commencé, ouais. Ah, c'est un appel intérieur profond, que tu as suivi, que tu as décidé d'écouter. Oui, oui, mais c'était plus qu'un appel intérieur, il y avait pas d'autre chemin. Il y avait pas d'autre voie, il y avait pas de choix. C'était vraiment ce qui s'est étalé devant moi et puis sans aucune hésitation, sans aucun doute, sans aucune réflexion. Tu sais, j'ai eu la bénédiction de souffrir un profond mal-être dans le système scolaire Mmh. et Toi et et aussi? ne pas du tout pouvoir m'adapter et c'était extrêmement difficile. Et puis rendu genre jeune homme à 20 quelques années, j'avais pas les moyens, les outils, les compétences pour fonctionner dans le monde. Mmh. Donc c'était même pas une voie, c'est pour moi, je c'était des portes fermées Ouais. et donc il y avait la seule chose qui était devant moi, c'était justement ce qui me portait, tu sais? Et donc j'ai commencé à pratiquer la méditation et puis, genre, j'étais jamais imaginé que ça deviendrait, genre, un mode de vie ou un métier. Mmh. C'était vraiment pour ma propre, croissance personnelle, pour défaire, tu sais, les voiles, pour retrouver quelque chose que je sentais qui était vivant en moi, qui v et même quand j'étais plus jeune, j'avais bien aimé expérimenter avec des psychédéliques et tu sais et des enfin, on n'appelait pas ça des médecines à l'époque, tu sais, on appelait Non. ça de la drogue. Mais C'est ça. mais ce que là, c'était là où ça emmenait notre conscience. Et quand j'ai Ouais. découvert la méditation, c'était comme c'est ça que je cherchais. Mmh. Je cherchais pour aller trouver tu sais, épurer la conscience pour découvrir tous les états de conscience dans lesquels elle peut nous emmener. Hem, mais là, éventuellement, j'ai découvert le yoga et puis ça alimentait et ça complimentait ce que j'expérimentais en À quel méditation. âge ça, tu as découvert le yoga? Là, ça, c'était 28 ans, 29 ans, OK. 4-5 Fin ans plus vingtaine? tard. Puis peut-être 1 an plus tard, quelqu'un m'a demandé, tu sais: ben, aimerais-tu enseigner ici? On aimerait bien que tu viennes partager ce que tu as partagé». Puis j'ai senti que l'enseignement allait me permettre de mieux le comprendre. Que moi-même Mmh. dans mon yoga, j'avais atteint, disons, un certain plateau de compréhension et que pour le dépasser, il fallait que je le transmette. Puis c'était pas encore la grande vague de yoga là, à l'époque. À l'époque, il y avait Non, mais 3, non. 4, 5 studios de yoga à Ouais. Montréal, tu sais, puis tout le monde se connaissait. Donc j'ai commencé à enseigner, puis c'est à ce moment-là que c'est monté. Et puis là, c'était vraiment extraordinaire parce que moi et les autres, on avait l'impression de participer dans un mouvement collectif d'éveil. Tu sais? Mes amis pensaient que, tu sais, je faisais partie des sectes à l'époque, tu sais, méditer, Ouais, c'est ça c'est que ça sûr. voulait dire. C'est ça que les gens comprenaient, puis j'étais pas capable de transmettre que non, c'est pas ça du tout. Tu sais? Puis là, aujourd'hui, tu sais, c'est incroyable, là, comment ça s'est répandu.
Puis là, j'ai vu que ça me convenait, tu sais, c'était merveilleux de pouvoir enseigner du yoga puis voir un peu de sous rentrer. Puis si je m'appuyais, je pouvais en faire un métier, tu sais? Et puis là, ça y est, je me suis donné à ça, mais j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre outil, j'avais pas d'autre moyen de fonctionner dans la société, dans le monde. Mais j'étais émerveillé que d'un coup, ce monde intérieur, ces questions que je me posais toute ma vie, je pouvais les partager avec d'autres et puis ça ils résonnaient avec. Ils étaient nourris par ça Mhm. ils le cherchaient et puis très rapidement, genre c'est ça, je me suis fait connaître puis ce que les gens aimaient beaucoup de mes cours, c'était la profondeur, l'introspection, justement le sentiment de découverte d'un monde intérieur, puis que les outils les postures étaient simplement un moyen de se libérer de l'emprise de certains schémas de conditionnement et Mhm. libérer des courants d'énergie. Et puis c'est ça, et puis là, d'un truc à un autre, tu sais, je veux dire, à un moment donné, j'offrais un cours de yoga et là, j'ai une salle pleine, tu sais, j'ai 30 personnes, puis je les sens allongées, puis je suis en train de compléter, tu sais, c'est la phase finale, Shavasana, on Ouais. fait la détente. Tu sais, je les ai fait travailler dans le corps, puis là, ils relâchent tout. Puis, tu sais, tu peux sentir où le niveau de profondeur dans lequel les gens se trouvent. Tu sais, Mhm. il y a des petits indices, tu Ouais. sais, juste la tonicité du muscle, du peau, la respiration, tu sais, tu vois, ah, lui, il est vraiment profond. Lui, il commence, tu sais. Puis je sentais comme une atmosphère où je me disais: «Il y a quelque chose à faire ici». Il y a un potentiel là, je sens un portail, mais je sais pas comment le traverser, il me Ouais. manque quelque chose. Un peu plus tard, je suis tombé dans la bibliothèque sur un livre sur l'hypnose. Puis là, j'ai lu l'hypnose et puis, tu sais, les outils, les formules, le langage, comment diriger l'attention, comment comprendre l'état de transe, comment l'approfondir. Puis j'étais: «Ah, c'est ça que je cherche». C'est ça que je cherche ici, les outils, comment naviguer ce champ Mhm. qui s'ouvre à ce moment-là. Alors là, j'ai appris, j'ai plongé dans l'hypnose, j'ai lu tous les livres que je pouvais trouver, j'étais allé voir quelle formation il y avait et puis là, ça effectivement, je pouvais emmener les gens dans d'autres niveaux d'expérience. Là, j'ai découvert le monde de l'inconscient, les langages symboliques, le langage des archétypes, le langage des rêves, tu sais? Et puis là, d'autres niveaux de rencontre de la conscience de l'être humain se sont ouverts, puis là et puis là, c'est ça et là, ça continuait et en faisant ça, je travaillais avec les gens. Tu sais, j'ai appris alors des langages symboliques, le langage des rêves, le tarot de Marseille, comment utiliser ces choses-là pour percuter l'être humain, tu sais, l'éveiller à se libérer de, tu sais, l'emprise de croyances et toucher à ses forces intérieures. Et puis là, tu sais, tu vois des patterns qui se répètent. Puis là, j'ai décidé de commencer à expérimenter des choses en groupe et là, je suis tombé sur un phénomène qui est celui qui se déploie dans les constellations familiales. Comment l'être humain est alimenté non seulement par sa propre conscience, mais une matrice de conscience de son clan, de sa famille. Mhm. Comment les membres de sa famille, puis les liens entre eux, puis le collectif de sa famille influence l'individu. Alors là, j'ai découvert Bert Hellinger, le fondateur des constellations familiales. J'ai su m'expérimenter ce travail-là. Puis c'est encore au centre de mes explorations, le principe de ce qu'on appelle le champ morphique qu'un scientifique qui s'appelle Rupert Sheldrake Mhm. discute beaucoup, Ouais. et comment notre conscience est un instrument qui puise dans des champs de conscience au-delà de soi, tu sais, et puis qu'on est un profond mystère avec un potentiel beaucoup, beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Donc c'est ça, j'ai vraiment été porté d'une chose à l'autre. Il y avait très peu de décisions, de choix. Tu sais, «Oh, il y a quelque chose qui me guide», tu sais? Et puis parce que je j'arrivais pas à fonctionner dans le système, j'avais pas ma place dans le système et j'ai souffert de ça, mais ça m'a donné une immense liberté, tu sais, Ouais. d'avoir la permission et même, je veux dire, le plus que la permission, je veux dire, c'était la seule voie ouverte pour moi, puis aujourd'hui, je peux reconnaître tu sais, la chance inouïe que ça a été, tu sais, puis en quelque part, trouver une sorte de résolution, tu sais, avec, les expériences d'enfance et de jeunesse. Mhm. Exactement. J'imagine que ce que tu as étudié, tu l'as appliqué sur toi. Beh, au fur et à mesure, oui, on fait de son mieux. Ex- Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais.
ça servait à ta propre guérison, ça servait à ta Bien sûr, bien à sûr. ton propre chemin. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, et puis j'ai pu sentir en moi, l'impact, tu sais, de ces outils et la force de ces outils pour aller vers une plus grande sagesse, une vraie Mmh. lucidité, une plus grande empathie, un plus grand amour pour soi, pour l'être humain, pour l'individu, tu sais? Puis c'est pas du tout de tu sais, évidemment, je veux dire de chercher la perfection, mais de vivre d'un centre intérieur en équilibre et dans la joie, tu sais? Puis c'est comme le ton principal de l'être. Il va toujours avoir des hauts et des bas, il va toujours avoir des tu sais, des confrontations avec la vie, mais que la tonalité intérieure, elle est lumineuse, tu sais? C'est Ah ouais. suffisant, tu sais? Mmh. Ouais, exactement. Ouais, Mmh. c'est je t'écoute puis, j'ai une curiosité par rapport à quel genre d'enfant tu étais quand tu avais, 4-5 ans, 5-6 ans? Ah, enfin, un enfant hypersensible. Ouais. Ébloui par tout ce que je ressentais, heu, un enfant qui se sentait très seul et mal compris, un enfant qui comme tous les enfants, qui aimait rêver, qui aimait l'enchantement, qui pouvait avoir des moments de tu sais, d'expression de joie et d'énergie dont il y avait pas de place, mais surtout un enfant sensible, plein de ouais, plein d'empathie, puis puis à ne pas savoir comment naviguer l'intensité de toutes les ressentis que puis c'est quelque chose, je vois beaucoup dans mes ateliers, le défi de l'être hypersensible, tu sais? Et puis si ces enfants-là n'ont pas à un moment donné un peu d'aide pour comment rencontrer ces courants-là, après adultes, ils sont encore dans toutes sortes de systèmes de protection et de défense et à tenter ouais, de se défaire des systèmes de compensation qu'ils ont créés. Tu sais, je Mmh. je viens de lire une citation extraordinaire, vraiment belle. J'oublie l'auteur malheureusement, mais c'est pas grave et ça dit genre: «Le monstre que j'ai créé pour protéger mon enfant intérieur devient ingérable. Le monstre que j'ai créé pour protéger mon enfant intérieur devient ingérable aujourd'hui». Je trouve ça merveilleux. Ouais, je suis à 100 d'accord avec ça, puis, je t'écoute parler, puis ça décrit mon enfance aussi, c'est Mmh mh. il y a quelque chose que j'ai reconnu en toi énergétiquement qui résonnait beaucoup, qui est un miroir, d'hypersensibilité, moi, j'avais tout le temps l'impression que j'étais trop content quand j'étais jeune. À comparer les autres, je suis comme: «Comment ça les autres sont pas contents?» Moi, je suis débordant de joie puis Mmh. d'amour pour ce que je vois à l'extérieur de moi, puis j'arrive à l'école, puis on rapetisse. Faut pas que je sois trop content. Il faut pas Mmh que je mh. prenne trop de place. Je dois pas déployer ces qualités-là. Puis Mmh mh. tranquillement, 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 je me referme, Mmh puis je mh. dis le moins de choses possible Mmh. parce que c'est ça qui est accepté. Oui, oui. Donc, je me crée un armure qui me protège. Je me crée un... Dans le courant que j'utilise beaucoup dans le langage, c'est celui du Internal Family System, qui parle des protecteurs et de comment on a des parties de nous qui nous gèrent, en fait, pour s'assurer qu'on n'a pas à revivre ces blessures de l'enfance, Oui, donc qui nous font faire des choses sans cesse euh, et nous critiquent également pour ne pas qu'on retouche à ces blessures-là. Et tant qu'on s'en rend pas compte, on vit notre vie comme ça, oui. Mmh mh. Mmh sur mh. le pilote automatique en pensant que c'est ça qu'on est, en fait. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais là, le paradoxe, c'est que ces parties-là, tu sais, agissent par amour aussi. Mmh. Même si Exact. elles créent toutes sortes de problèmes dans nos vies, leur intention fondamentale, elle est pleine de lumière, Clair de tu sais? lumière. Oui, oui, oui. Tu sais, la personne qui est éprise par une dépendance qui gâche sa vie, l'élan qui le mène vers la dépendance veut aider l'enfant intérieur, veut Ouais. l'envelopper d'amour, veut l'amplitude de connexion, mais il est tellement maladroit que dans l'écologie, il souffre et donc non, il y a on peut en vouloir à cette partie-là.
tu sais? Et là, cette partie-là est comme confondue. Comment ça, tu m'en veux? Je t'aime tellement. C'est ça. Je veux ton bien, je fais ça pour toi. Comment ça, genre? Tu sais, comment ça, tu veux te séparer de moi, tu veux que Ouais. je m'en aille, tu veux, tu sais? Oui, je te fais fumer 20 cigarettes par jour, mais je le fais par amour. C'est ça, exactement, ça c'est une bonne intention. Oui, oui, c'est ça, tu sais? Oui, je te fais, genre, crier de colère après, genre, tu sais, ta copine, mais tu sais, c'est parce que je te protège, tu pourrais, tu Ouais, sais, je te protège de ta blessure enfantine la plus sensible, tu sais? Et donc, tu sais, on finit par créer une tension sur une tension, tu sais, puis donc c'est ça, il y a comme une magie extraordinaire, paradoxale de s'accepter comme on est, même dans nos plus gros défauts, mmh, tu sais? Et c'est vraiment comme une clé qui est difficile à comprendre pour la plupart d'entre nous, que s'aimer dans nos failles, s'aimer dans nos erreurs, ça apaise quelque chose dans nos profondeurs qui réduit l'élan de s'auto-saboter, tu sais? tellement. Ouais, 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 c'est ça, on est complexe, comme Alors là, phénomène, comme être humain. Mmh mh. c'est comme si, on n'a pas eu la carte, pour le manuel d'instruction pour bien comprendre notre psyché puis, comment Oui, oui. décoder ses messages, tu sais, quand on était plus jeune puis, heu, tellement de gratitude pour tous les courants justement, qui se sont développés avec les années, depuis les années 60 en fait, les années 70 justement avec le yoga, avec, la méditation, avec, les constellations familiales, le HFS, le travail justement de différentes parties de notre psyché, le travail de Carl Jung, ces connaissances-là, pour moi, ont été, complètement transformatrices de me rendre compte, je me souviens la 1re personne qui m'a introduit au concept de mon enfant intérieur, c'était la personne qui donnait le cours de, relation d'aide dans mon cours de massothérapie. Puis j'avais tellement aimé son énergie que j'y avais demandé: «Hey, tu veux-tu être ma coach de vie?» Tu sais? Je Mmh. connaissais rien d'autre que ce terme-là dans ce temps-là, tout. Puis elle avait fait une maîtrise en psychologie spirituelle à l'université de Santa Monica, puis un doctorat en psychanalyse. Puis elle dit: «Ben ouais, je peux être ta coach de vie», tu sais? Personne très, 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 aimante, puis, connectée, et elle m'avait introduit à ce concept-là. Mais à ce moment-là, l'enfant intérieur pour moi, c'était, oui, l'enfant intérieur, mais je suis entrepreneur, puis j'avais une business, puis il fallait que je fasse avancer les affaires. Donc, je trouvais que ma relation avec les parties qui me géraient, je l'aimais. J'aimais comment il me faisait performer jusqu'à temps que je tombe dans la souffrance, que ces parties m'ont amené finalement, Mmh mh. m'ont amené dans cette souffrance intérieure où, j'ai, j'avais le choix de continuer à résister ou de me rencontrer ou de rencontrer cette Mmh partie mh. vulnérable à l'intérieur de moi. Mmh. Ben, bravo. Mmh. Oui, oui, parce que c'est cet être-là qu'on appelle l'enfant intérieur est 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 une un pr est vivant en nous. C'est Mmh. c'est pas juste une idée lointaine, et qu'on regarde vers le passé, puis on peut c'est comme une entité qui est encore vivante et qui prend en otage notre psyché et mobilise la façon qu'on perçoit, la façon qu'on répond, la façon qu'on parle. C'est là, je viens de mettre en place un processus pour couple de 5 séances pour permettre les couples à retrouver un niveau de vulnérabilité vraiment, vraiment profonde. Mmh. Parce que je suis convaincu qu'on a une capacité d'amour immense, puis ce que l'on veut le plus, c'est partager cet amour dans, tu sais, le contenant du couple. Absolument. Puis on sait pas toujours comment avoir accès à ces zones-là. Et puis une des raisons que les couples se confrontent, c'est parce que l'enfant intérieur a vécu dans une certaine atmosphère. Et puis cette atmosphère-là devient si familier que ça s'installe dans des attentes inconscientes. Mmh. On recherche le partenaire inconsciemment qui va nous permettre de recréer le même atmosphère. Parce qu'au fond, nous, c'est ce qu'on associe au lien. Ça devient le langage du lien. On rentre en lien en recréant cette atmosphère qu'on vivait enfant, qu'on était des boules de Exact. l'intimité.
Et donc, on choisit le partenaire pour des raisons beaucoup plus subtiles que celles que l'on se dit à la surface, parce que Absolument. cette personne-là, elle porte exactement les qualités qui vont élever cette atmosphère enfantine qui est chargée de la blessure enfantine. Mhm. Donc, inévitablement, dans l'espace du couple, la blessure enfantine remonte. Et puis là, on répond en forte réaction face à l'autre parce qu'il réactive notre blessure sans se rendre compte que on les a choisis pour ça. Non seulement on les a choisis pour ça, d'une façon subliminale, on les encourage à agir comme ça Ouais, vers nous pour la revivre. Parce que quand on la revit, on a un sentiment de profonde familiarité. On est chez soi. On a ouais. un sentiment de Mhm. retrouver la connexion parentale qui est, qui est le sentiment d'union. Parce que dans le profond inconscient, nos parents, c'est le point d'accès à la vie. Puis reconnecter avec nos parents dans l'énergie, ça nous donne un sentiment de plénitude. Et pour retrouver cet sentiment de plénitude, à ce stade de niveau de conscience, on le fait en réactivant la blessure. Alors, on souffre de sentir notre blessure réactivée et on a tendance à créer de l'autre une une force conflictuelle. Mais donc, dans ce processus, j'invite les couples à retrouver la blessure enfantine dans le contexte familial et inviter l'autre à venir rencontrer l'enfant et donner à l'enfant, l'aider à combler les besoins qui n'ont pas été comblés. Mhm. Pour un sentiment de, tu sais, de guérison et de bien-être, Ouais, de rencontre dans la vulnérabilité la plus profonde. Parce que c'est fondamentalement là notre langage de connexion et d'amour. C'est-à-dire les qualités qui vont combler les besoins non comblés de l'enfant intérieur. ouais. Tu sais, l'enfant intérieur, c'est une figure qui est pleine de joie, pleine de lumière, mais qui a une profonde blessure. Et Mhm. cette blessure influence tout dans notre être. Ouais, Et donc, quand l'autre, le partenaire, peut comprendre que ce qui est à la surface a une source plus profonde et beaucoup plus vulnérable, et rencontrer l'autre dans cette zone-là, il peut se passer quelque chose. Un autre niveau de sécurité, un autre niveau de confort, un autre niveau d'union, tu sais? Et donc absolument. mmh Absolument. J'ai débuté le coaching relationnel en 2022, puis c'est la première phrase qui m'a parlé le plus de. Je ne sais pas si tu connais Terry Real, qui est non. un thérapeute de couple aux États-Unis. Euh, puis il disait We always marry our unresolved issue. D'accord? Oui, On oui, tombe oui. invariablement en Oui, relation, puis oui. moi, je suis en couple avec ma conjointe, je travaille avec ma conjointe, j'ai une entreprise avec ma conjointe, je vis 24 heures sur 24, quasiment 7 jours par semaine avec ma conjointe. Donc, tu t'imagines Wow! que les frictions, on a des multiples occasions de tomber dans nos mécanismes de protection puis dans nos blessures. Et c'est la plus grande grâce que j'ai eue dans ma vie, c'est de la rencontrer. C'est la personne qui m'a le plus déclenché de toute ma vie parce que c'est ma grande maître spirituelle. Euh, Mmh Directement, ça me donne l'opportunité d'aller à l'intérieur de moi et de voir justement c'est quoi ma blessure que je porte, que je projette sur elle. Tu sais. mh. Euh, et ça nous a amené à pouvoir nous rencontrer dans un espace de vulnérabilité, donc d'enfant intérieur à enfant intérieur, sans être dans nos mécanismes de protection et de s'écouter dans finalement ce qu'on avait vraiment besoin l'un l'autre, puis de créer cet espace-là et d'arrêter d'approfondir la blessure, en fait. Puis ça, c'est une des Mmh premières choses que j'ai réalisées, c'est que les deux, on était dans des mécanismes mh. Tout à fait. qui nous approfondissait notre blessure au lieu de se rapprocher Mmh ensemble. Puis on est deux personnes avec beaucoup d'énergie, deux personnes avec beaucoup de feu. Donc, nous, notre challenge, c'était de s'arrêter. C'était de juste prendre un temps d'arrêt, de se dire, sais-tu quoi, là, je suis complètement dérégulé, je suis dans ma blessure, on se reparle plus tard. On se mh. reparle quand on va être calme. Puis le travail, c'est ça, c'est d'aller s'occuper de notre enfant intérieur, d'aller parler à nos parties protectrices pour leur demander de nous laisser de l'espace, puis de leur rappeler on a quel âge. On a plus 10 ans, 12 ans, Mmh mais on a des ressources intérieures à l'intérieur de nous. Et c'est un mh. peu. J'ai j'ai vu ta description sur Facebook, puis ça me donnait tellement de joie à l'intérieur de moi de voir que des gens font ce travail-là, puis plusieurs gens, parce que c'est quand même pas euh, hyper répandu comme approche
dans le milieu traditionnel, par exemple, de l'accompagnement en couple. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que je savais pas. Mmh. Je savais pas que c'était pas tant répandu, que c'était pas comme ça que les thérapeutes travaillaient, par exemple. Mmh. 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 Oui, oui, l'idée, c'est de pas aller dans l'histoire qui se crée du quotidien, mais C'est d'aller dans les ça. mécanismes sous-jacents qui ont créé l'histoire, puis de se permettre une rencontre dans ces zones de profondeur, puis de comprendre que l'autre comprend cet espace, puis est invité dans cet espace, puis veut être dans cet espace, puis que c'est sous-jacent. Tu Mmh. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu, recommanderais comme pratique ou comme prise de conscience, à des gens en couple, qui aimeraient juste commencer à s'éveiller Mmh. un peu plus à ce niveau-là? Ben, d'abord de comprendre ce principe, c'est déjà, je pense, extrêmement aidant. De comprendre et de reconnaître que la peine qui monte et les difficultés qui montent, dans l'histoire du couple, ont une histoire qui précède le couple. Mmh. Puis Ouais. on peut sentir dans l'énergie, tu sais, cette douleur qui monte, elle existait avant. Puis là, d'aller retracer, tu sais, de sentir en soi les espaces où ça existait, puis de reconnaître, tu sais, tu sais, dans l'évolution, tu sais, de nos relations, tu sais, ces éléments qui reviennent, qui sont propres à soi, et puis de reconnaître en s l les besoins de l'enfant qui sont pas été comblés. L'enfant est blessé, on porte un mal. Je Mmh. faisais j'ai une de mes mentors dans les constellations familiales, c'est une grande dame qui s'appelle Jill Pearce, qui fait des constellations depuis, je sais pas, 30 ans facilement en Angleterre. Puis elle, quand elle ouvre son atelier, la première question qu'elle va poser aux praticiens, c'est une question que j'adore, et c'est: «Comment as-tu mal? Comment as-tu mal?» C'est et tu sais, ça rentre dedans là, tout de suite on va dans la blessure qui Mmh. saigne, tu sais? Puis on peut être avec: «Comment est-ce que j'ai mal?» Puis comprendre, c'est ce qu'on est en train d'emmener dans notre rencontre avec l'autre. Puis inconsciemment, on se rend pas compte qu'on fait des exigences. Parce qu'on a mal, on a des exigences. Mais aussi parce qu'on a mal, on a des croyances. L'enfant qui n'a pas ses besoins comblés commence à se raconter une histoire sur lui-même, qui est pas important, qu'il ne mérite pas, qu'il n'aura pas. Et donc il emmène ses présomptions dans le couple. Et non seulement il emmène des présomptions, il emmène une sorte de frustration, comme d'avance, comme une petite rancune que l'autre n'est pas capable et ne va pas m'en remplir ces besoins-là parce que ces besoins ne sont pas remplis. Et donc ne sait même pas les que demander de se faire combler et remplir ces besoins-là. Et donc tu sais, ce serait vraiment de juste de reconnaître le mal que porte l'enfant, les croyances que l'enfant a commencé à s'inculquer, avec lequel tu sais, il est rentré en relation. Toutes ces relations vont refléter ces croyances-là. Mmh. Et puis d'abord commencer à se donner à soi, tu sais? S'il y avait besoin de douceur, de donner à soi la douceur. S'il y avait besoin de toucher, de donner. S'il y avait besoin d'être vu, s'il y avait besoin d'être juste entendu. Et puis de se conscientiser de ses besoins, puis de doucement commencer à exprimer à l'autre le bien-être qu'il a quand l'autre comble ses besoins. C'est Mmh. puis de laisser aller l'exigence que l'autre devrait les remplir ou que devrait savoir qu'elles ont besoin d'être remplies sans les avoir demandées, mais d'inviter l'autre, tu sais, partager cet espace de bien-être quand l'autre est disponible et prêt à le faire, tu sais? Mais aussi d'accepter l'autre, pour qui il est, tu sais? Et puis même de se tourner vers nos parents et d'accepter nos parents. C'est-à-dire on a tous en quelque part une histoire de nos parents nous ont pas donné quelque chose de fondamental et Ouais. parce qu'ils nous ont pas donné ça, on est comme handicapés et puis notre vie était en déficience parce que j'ai pas eu l'approbation de mon père, parce que j'ai pas eu, tu sais, suffisamment d'amour de ma mère et ainsi de Mmh. suite. Et on porte un poids, puis une charge, puis on vit en compensation. Mais nos parents nous ont donné ce ils ont pu nous donner. Il y avait si nos parents auraient pu nous donner plus, ils nous auraient donné plus. Mais nos parents sont vraiment
le portail par lequel on est rentré dans ce champ, c'est-à-dire de la vie à travers lequel on s'est incarné. Tu sais, c'est vraiment un phénomène profondément mystique et alchimique d'imaginer l'énergie d'un homme et une femme qui se retrouvent. Ça crée une force créatrice. Et puis tu sais, quand on rencontre n'importe quel être humain, tu sais, les énergies s'entretissent et puis ça Mmh. éveille quelque chose dans l'autre. Tu sais, cette personne-là est quelque chose quand il est seul, cette personne-là est quelque chose quand elle est seule. Quand ils se rencontrent, puis l'énergie circule entre eux, ils sont autre chose. Ouais. L'énergie de l'autre éveille quelque chose. On est plus de quelque chose. Et puis on est différent avec chaque être humain, tu sais? Et donc dans cet entretissage d'énergie, il y a un portail qui s'ouvre et à travers ce portail, il y a un appel à une âme qui est dans l'au-delà, à venir s'incarner dans le monde. Et donc cette âme rentre dans ce champ d'énergie et crée le la substance énergétique pour forger un corps. Et donc apparaît un corps dans le corps de la femme. Tu sais, c'est délirant. Puis Mmh. l'enfant doucement grandit dans son corps, est entretissé avec ses énergies et puis là traverse son corps pour rentrer dans le monde. Donc nos énergies sont profondément entretissées avec celles de nos parents. Et puis si on porte des jugements vis-à-vis eux, «Ah, ils étaient trop comme ci, ils étaient pas assez comme ça», c'est comme un refus de la vie. C'est comme si on jugeait la vie. La vie Ouais. n'a pas été suffisamment de la vie Ouais. aurait dû être. Et puis il y a pas un jugement que l'on porte dans nos parents qui s'intériorise pas pour devenir une croyance vis-à-vis la vie. Mmh. Ouais. L'attitude qu'on a vis-à-vis la vie, il est le reflet des attitudes que l'on a vis-à-vis nos parents, qui est en fait le reflet de ce que vit l'enfant. Et donc, si on peut élargir notre regard, puis regarder nos parents avec véritable bienveillance, où on laisse aller les jugements. Ils étaient pas parfaits, mais ils pouvaient pas être autre chose. C'était voulu qu'ils soient comme ça. Puis un truc que j'aime beaucoup répéter dans mes ateliers, comment on sait que c'était voulu? Parce que c'est ce qui s'est passé. Mmh. Et il ne peut rien se passer qui n'est pas voulu. Et donc on cède, ça a été voulu comme ça. Puis quand on cède, on a alors la force de transformer ces énergies qui pouvaient être un peu contractées pour en faire quelque chose de plus vaste et de plus grand. Parce que l'expérience de la blessure de nos parents nous apporte une sorte de sagesse, nous apporte en quelque part comme la compréhension de comment la résoudre. C'est l'enfant qui n'a pas reçu de l'affection, sait comment c'est bon de l'affection. Ah ouais. Et quand il devient parent ou dans son couple donne l'affection qu'il n'a pas reçue, il y a tellement une charge vivante. Donc, plutôt que de s'attarder sur le manque, comprendre que le manque porte et emmène vers une compréhension de quelque chose et de donner à l'autre ce qu'on n'a pas reçu. Donner à l'autre fait qu'on le donne à soi. Et l'enfant intérieur peut alors avoir son besoin finalement comblé parce qu'on le donne à l'autre. Et en le donnant à l'autre, on le reçoit. Et puis là, il y a un autre niveau de rencontre, il y a un autre niveau de connexion. On sort de nos exigences de nos parents qui sont projetées sur notre partenaire. Et donc, on sort de nos projections sur le partenaire. On peut alors rencontrer le partenaire comme le partenaire est, puis se laisser être alimenté par leurs énergies. Et ils sont différents. Et c'est ça l'intérêt. C'est ça la Mmh. magie. C'est ça l'alchimie de la vie. La vie est intelligente. Puis la vie aime la vie. La vie veut multiplier la vie. La vie veut créer des formes encore plus parfaites et encore plus belles. C'est le principe d'évolution. Donc la vie attire l'autre d'abord pour reconnaître, raisonner avec ce qui était, pour la transformer dans ce qu'elle peut devenir. Et donc, l'autre est différent, doit être différent. Tu sais, il y a une citation de Wayne Dyer qui disait: «Si 2 personnes s'accordent sur tout, un des 2 n'est pas nécessaire». Mais involontairement, on veut que l'autre soit comme nous pour sentir une sorte de sécurité, Ouais. pour se sentir validé. On exige que l'autre soit comme nous pour s'assurer que ce qui monte en nous est juste. Mais tout ça, c'est parce qu'on cherche la validation d'une autre place qu'on n'a pas eue. Exact. Et donc, quand on laisse aller ses attentes, puis on accepte ce qui était, on accepte nos parents, puis on le dit intérieurement, puis c'est ce que je fais dans mes ateliers. On regarde la mère, puis on lui dit: «Je t'accepte comme tu es. Je t'accepte comme tu es». On regarde le père, puis on dit: «Papa, je t'accepte comme tu es». Il se passe quelque chose. Ça nous permet de voir au-delà de leurs défauts. Ça nous permet de reconnaître leur lumière. Et quand on reconnaît leur lumière, mais c'est leur essence. Leur essence, c'est leur lumière. Et quand on se dit:
l'enfant de leur lumière. Il y a quelque chose qui bascule en nous. Tu sais, joue à imaginer, à répéter cette phrase. Imagine tes parents devant toi, puis imagine leur dire, maman, papa, je suis l'enfant de la lumière de vos âmes. Maman, papa, je suis l'enfant de la lumière de vos âmes. Et viens sentir ce que ça t'apporte. Qu'est-ce que tu deviens? Tu sais, ça ouvre des portes, n'est-ce pas? Mhm. Ben Ça oui, ça donne des absolument. permissions. Ça donne des permissions d'aller au-delà Ouais. de leurs défailles. Puis ça nous ouvre à leur bénédiction. C'est sûr que l'âme de leurs parents souhaite qu'on aille au-delà d'eux. Et ça permet alors de dissoudre les loyautés inconscientes, de répéter. Ouais. De répéter ce qu'ils étaient pour fortifier le lien. On a fondamentalement besoin d'un lien avec eux, même s'ils étaient terribles. C'est nos parents, Ouais. on fait d'eux. Exact. Mais de quoi va être basé ce lien? Est-ce Mhm. qu'il va être basé sur des projections, basé sur la souffrance, basé sur la répétition ou peut-être de quelque chose d'évolutif? Que c'est comme des étapes de croissance dans la grande intelligence de la vie qui a emmené ces 2 êtres pour créer cette alchimie, pour créer l'être que l'on est, qui nous emmène vers la rencontre de quelqu'un d'autre, pour emmener une nouvelle énergie, une nouvelle alchimie, de créer des formes de plus en plus larges, de plus en plus vastes, de plus en plus de conscience, de plus en plus d'éveil. La vie va s'éveiller à travers son cheminement, avec ou sans nous. Mhm. Tu sais, la vie va organiser ces rencontres entre êtres humains pour emmener des formes de plus en plus conscientes. Mais on peut y participer. On peut y participer en appliquant notre conscience, en étant présent, en emmenant nos intentions et nos volontés. En comprenant que nos plus grandes intentions sont pas les nôtres. C'est la vie même. Puis on sent que quand on est inspiré par quelque chose, que ça vient de plus grand en nous. Mhm. Ça nous traverse. Puis c'est là où on Absolument. sent vraiment genre sur notre chemin. Puis c'est rarement temps, tu sais, à décider. On choisit pas ce qui nous interpelle, ce qui active notre curiosité, ce qui nous excite, ce qui nous anime. C'est des choses qui se passent. Notre travail, c'est juste de reconnaître à quel moment je suis animé, à quel moment je suis activé, puis de cultiver ça, d'y donner plus de valeur, plus d'importance, puis de donner une plus grande place dans notre vie, puis de passer des systèmes de pratique et d'engagement et de discipline et de sacrifice pour donner plus de place à ça. Puis après, la vie, elle fait à travers nous ce qu'elle a à faire, tu sais? Puis nous, on est instrument, on est véhicule de. Puis là, c'est ça où on fait notre plus grande magie. Je prends un moment pour te dire merci si tu fais déjà partie de ceux et celles qui sont abonnés à notre chaîne YouTube ou Spotify et qui écoutent nos conversations. Si tu n'es pas encore abonné, prends 2 secondes pour le faire maintenant et pour partager l'épisode si ça résonne pour toi. C'est une façon simple de soutenir notre mission d'inspirer le plus de gens possible à se reconnecter à leur essence et leur humanité. Aussi, j'en profite pour te parler de notre programme et communauté. Enosis, c'est une communauté de pratiques d'intégration pour te permettre de te reconnecter à ton essence unique et briser la solitude et connecter avec des gens qui sont également sur ce chemin. C'est un espace sécuritaire pour réconcilier tes conflits intérieurs, clarifier tes choix et ancrer dans ton quotidien des pratiques qui te permettent d'incarner qui tu es réellement. Si nos vidéos te parlent, je t'invite à aller visiter notre site web au www.enosis.one et voir si ça pourrait être un bon fit pour toi. De retour à l'épisode. Absolument. Et il y a une grande croyance dans notre système qui dit qu'il faut faire les choses, tu sais, qu'on Mhm. doit provoquer les choses pour que les choses arrivent et non Mhm. pas laisser la vie nous traverser. Et c'est Mhm. un. Moi, je travaille avec beaucoup de leaders puis de chefs d'entreprise. Fait que tu t'imagines que les croyances sont profondes dans le je dois faire arriver les choses, je dois planifier. Donc, il y a un gros espace qui est donné à l'ego de complètement s'exploser parce que l'ego, il est-tu content, lui, de faire arriver les choses, puis de faire le plan stratégique, puis d'organiser avec l'équipe, puis de dire aux gens quoi faire, puis euh, et j'étais pris là-dedans moi-même. Tu sais, j'étais pris là-dedans moi-même jusqu'à temps que je m'éveille puis que je me rende compte que j'étais constamment dans mon propre chemin. J'étais constamment Mhm. en train de mettre le bâton dans les roues de mon vélo puis je tombais à terre, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, Donc, ouais. je me rendais pas compte que c'était ça qui se passait jusqu'à temps que la vie m'oblige à m'arrêter puis à tomber dans un état profond de fatigue puis d'épuisement où j'ai pu me rendre compte de Oui, oui. ça.
où Oui, j'ai pu oui. me rendre compte de comment j'étais dans le chemin, où j'ai pu me rendre compte de ce qui m'habitait. Et à ce moment-là, ben, c'est comme tu disais tantôt, tu sais, c'est comme si les choses sont déjà planifiées pour qu'à un certain moment, il y ait la pousse qui émerge du sol. Puis que finalement, on se rend compte que, OK, il y a quelque chose qui est là que j'avais jamais vu de ma vie. Puis j'ai une force à l'intérieur de moi qui veut m'amener dans une direction qui est ma direction, finalement, qui est pas la direction que mes parents m'ont dit, que l'école me dit, que le gouvernement me dit, que le système économique me dit, que le patriarcat me dit, mais qui est quelque chose qui est complet, qui est entier à l'intérieur de moi, qui n'est pas fragmenté, qui n'est pas séparé. Et cette connexion-là, pour moi, je l'ai retrouvée beaucoup en reconnectant à la nature. Puis Mmh mh. c'est le taoïsme qui m'a amené à ça. C'est quand j'ai fait ma formation en Qigong médical qui m'a Mmh. amené à me reconnecter. J'avais jamais eu la compréhension que j'étais un canal d'énergie entre la terre et le ciel. Mmh. Que ma mère, c'était la terre, puis mon père, c'était le ciel. Tu sais, Mmh. j'avais jamais eu cette compréhension-là. Puis quand Mmh. j'ai fait pour la première fois une méditation de connexion, je me suis senti complètement rempli, mais comme Mmh. j'avais jamais senti auparavant. Puis je me souviens, j'avais dit au prof, j'ai dit, c'est quoi ça? C'est de la drogue, cette méditation-là? Je me sentais connecté avec tout ce qui existe. Je m'en rappelle encore la première fois que je l'ai ressenti, que j'ai fait comme OK, là, j'ai l'impression que je suis revenu dans cette énergie que je possédais, que j'étais capable de ressentir quand j'avais 5 ans, par exemple. Quand j'étais dans le Mmh. bois, puis je faisais du feu, puis que Mmh. je faisais mes trucs où je sentais que moi puis la nature, on était un. Mmh. Donc, Merveilleux. Mmh. cette reconnexion me permis de commencer à me rappeler que je suis pas séparé, Mmh que mh. je suis pas Mmh. brisé, Mmh. que j'ai ma valeur est aussi importante que la fleur ou que l'abeille dehors ou que l'arbre. Heu, L'importance que j'ai, est grande parce que je suis ici, parce que j'existe. Comme tu Mmh. disais, parce qu'on est là, parce Mmh. qu'on a eu les parents qu'on a eus, donc ça démontre que c'est notre chemin de vie, il y a pas d'erreur. Mmh. 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 Oui, oui. Puis de se laisser accueillir tous les événements de la vie avec ce sentiment d'être porté par elle, peu importe comment elles nous paraissent. Mmh. Parce que la vie sait mieux que nous comment faire émerger cette pousse, même si les événements nous semblent, par nos croyances de l'esprit, profondément confrontants, tu sais? Et puis, c'est on le sait tous que les parties les plus fortes, les plus vaillantes, les plus riches de notre être sont nées dans les moments les plus difficiles de notre vie. Ouais, Mais malgré qu'on sait ça, quand la vie nous secoue, heu, on a une résistance à l'accueillir. Et c'est humain et c'est normal. Mais petit à petit, en cultivant, OK, ça se passe. Comment est-ce que je le rencontre avec le plus d'équilibre? Et qu'est-ce qui veut émerger de moi dans cette rencontre-là? Quelle partie de moi qui était refoulée, qui était inactif, est dans ce contexte-là, est exigée ou demandée à émerger? Et comment est-ce que je peux la soutenir? Tu sais? Et de comprendre que même les événements les plus inattendus, les plus confrontants, quand on les rencontre avec un sentiment de responsabilité intérieure, on peut alors découvrir des facettes de nous qui n'existaient pas et cultiver des forces qui nous permettent de nous dépasser, tu sais? Puis à ce moment-là, là, l'événement devient plus un défi, un obstacle ou un détour, mais tu sais, un moment d'éveil, un moment d'élargissement, tu sais? Puis c'est tout, un autre art de vivre, tu sais, de marcher notre chemin accompagné, tu sais, accompagné par une force plus grande. Tu sais, une belle expression que j'adore là, que je sais pas, je me retrouve à répéter beaucoup dernièrement, c'est: «Une mer calme ne fait pas des bons marins». Une mer calme ne fait pas des bons marins, ah,
sais, un marin qui a jamais vu de tempête, là, c'est tu sais, il est inutile, là. Tu sais, Exact. c'est vraiment un marin. Mais le marin qui a affronté le pire des tempêtes, puis malgré le pire des tempêtes, ses pieds en équilibre, tu sais, sur le bateau. Je veux dire, ça c'est quelqu'un de force, là, c'est quelqu'un Mmh. d'extraordinaire, tu sais? Pour éveiller l'extraordinaire en nous, il faut surmonter des défis extraordinaires et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut découvrir nos forces et donc et le marin, lui, il a une relation profondément inspirée avec la mer, avec les vents, avec les étoiles. C'est des entités, il les aime, et Mmh. il est dans une vénération de ces principes-là. C'est pas qu'ils lui en veulent, au contraire, c'est leur nature. Elles doivent faire ce qu'elles doivent faire. Au contraire, il est humble face à elles, il les respecte, il les honore et puis il est à l'écoute, il répond, tu sais? Et ça demande de lui le meilleur de lui et puis c'est des principes de, tu sais, d'éveil, peu importe comment ça semble, tu sais? La plus grande tempête, elle est pas malveillante. Elle c'est la nature qui, tu sais, qui active dans la création pour éveiller d'autres couches, tu sais? Absolument, absolument. Puis Mmh. comment toi, quand tu es dans un moment où, tu vis un déclenchement à l'intérieur de toi, tu vis une difficulté, hem, puis que tes mécanismes de survie, embarquent, heu, qu'est-ce que tu fais pour à l'intérieur de toi pour changer ton état, puis te rendre compte de qu'est-ce qui est en train de se passer finalement, que c'est une Ben, opportunité? je suis vraiment profondément reconnaissant des années de méditation parce que c'est un espace maintenant qui est extrêmement familier et donc j'ai un espace de refuge qui est bien qui est bien tracé. Tu sais, c'est comme aller dans la jungle, puis avec sa machette, Mmh. tracer un chemin, Ouais. puis créer un espace sacré, créer un petit temple, tu sais? Et donc je m'assois, je m'arrête, je m'assois et je me pose et je retrouve un moment de, tu sais, d'écoute intérieure, de silence et je vais interpeller, je vais invoquer ces forces plus grandes et m'ouvrir à elles. Tu sais, je vais prier. Je crois beaucoup aussi en la prière. Tu sais, le rituel et l'acte et la pratique de prier, c'est-à-dire de s'arrêter, imaginer ce chant d'amour éternel, de soutien total, prendre un moment pour faire communion avec, et là, humblement faire ma requête de courage, de soutien et puis là, d'être dans la gratitude pour l'expérience que je suis en train de vivre et tout ce qu'il y a autour de moi et c'est puissant. C'est je veux dire et ça fonctionne. Tu sais, c'est les outils fonctionnent. Tu sais, je et plus on y croit, plus elle fonctionne. Tu sais? Puis Absolument. au début, on est un peu douteux, mais avec le temps, on voit que ça pénètre, puis ça agit en nous. Puis on laisse cette action se faire en nous. Tu sais? Puis et puis on voit que ça éveille quelque chose en nous. Et ouais, donc c'est ce que je vais faire, tu sais? Puis c'est ça, puis je suis dans une période où il y a beaucoup d'exigences en ce moment. Et puis je peux voir que je suis tenté, tu sais? Je suis tenté par l'envahissement, je suis tenté Mmh. par l'éblouissement et la peur et ça cogne à la porte. Des fois, ça rentre sa tête, puis et puis c'est ça, là, je comprends que, bon, je dois m'asseoir plus. Tu sais, il y avait Martin Luther King qui disait genre: «Aujourd'hui, j'ai tellement d'exigences sur mes épaules. J'ai tellement à faire qu'il vaut mieux que je prenne 2 heures pour prier aujourd'hui plutôt qu'1 Mmh. heure». Tu sais? Et donc ouais, les pratiques sont efficaces et elles fonctionnent. Et puis donc c'est ce que je vais faire. Mmh. Ah, merci du partage, ça se rejoint beaucoup avec ce que je pratique également, de prendre un moment de recul. Puis, ces temps-ci, ce qui m'habite beaucoup, c'est la connexion justement avec, les éléments, avec la terre, avec l'eau, avec le feu, avec, la conscience du soleil, puis Mmh. d'aller chercher mon énergie, puis mon amour de ces consciences Oui, oui. qui sont toujours en train de me donner de l'énergie, mais quand je suis coupé de cette relation de réciprocité, j'ai pas accès. Non, et puis c'est à ce moment-là que l'anxiété monte, que le découragement monte,
que la frustration monte, que les accusations vers l'autre montent, que Exact. comprendre que notre esprit, notre conscience, c'est un réceptacle et elle est ouverte à une source. Si on Mmh. imagine un lac dans les bois, c'est il y a des rivières souterraines qui l'alimentent, même si on les voit pas, tu sais? Puis la santé de ce lac, il est basé sur les rivières souterraines, puis un mouvement continu. Tu sais, ces rivières viennent alimenter le lac, puis l'eau continue dans tu sais, dans les rivières et donc de vraiment installer dans nos croyances profondes, dans nos notions identitaires, que notre esprit, notre conscience, il n'est pas isolé à soi, il a une source. Puis même si c'est juste une compréhension intellectuelle, c'est suffisant. C'est suffisant pour commencer à la cultiver. Puis s'arrêter, puis même si on fait juste se dire dans la tête, ma conscience, elle a une source, et je m'ouvre à cette source, du mieux qu'on l'on peut à ce moment-là. Puis d'être humble, puis d'imaginer qu'on reçoit et on accueille. Par l'imaginaire. L'imaginaire active ces courants-là et nous met en contact avec quelque chose. Et puis là, ça se développe, et là, ça s'enrichit. Des fois, la connexion est forte et émotive. Mmh. Il y a vraiment de la magie. C'est plus que juste dans la tête. Tu sais, qu'on commence par la tête, puis si on peut laisser le corps rentrer dedans, l'émotion rentrer dedans, puis par l'émotion, par nos facultés empathiques, imaginer la présence de cet être. Tu sais, parce que c'est une connexion, c'est un être, c'est une Ouais. entité véritable. Mais peu importe notre niveau de croyance, même la plus superficielle est suffisante Mmh. et puis engendre quelque chose. Puis des fois, elle est très forte, puis des fois, elle est plus faible, mais c'est pas grave. C'est prendre le temps, faire un petit rituel, c'est être discipliné, consistant, pour vraiment sentir les bienfaits, puis là, de laisser l'inspiration, c'est-à-dire quand on s'ouvre à cette source, on est rempli de nouvelles perceptions, de nouvelles idées. Si on se ferme d'elles, on devient névrosé, on a toujours c'est le même circuit de pensée, qui arrête pas de se répéter, tu sais? Mais dès qu'on s'ouvre à la source, on se permet une nouvelle idée, une émergente, quelque chose qui vient de nos profondeurs, une nouvelle façon de regarder et là, il y a naturellement un élargissement, puis on ouvre le champ de possibilités devant nous, tu sais? Le l'élan vital est en mouvement. Il 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 a il a une histoire derrière nous, notre histoire, l'histoire de notre Mmh. passé, tous ces conditionnements-là, c'est ce qu'on appelle en quelque part notre karma, puis il va vers l'avant, il trace un chemin. Si on reste inconscient, ben là, il va juste répéter le conditionnement, de notre vie, de celle de nos parents, puis on va faire les mêmes choses que nos parents ont fait, on va faire les mêmes choses qu'on a toujours fait, puis nous, on revit la même vie, à répétition. Mais quand on s'arrête puis on s'ouvre à la source, puis on là, d'un coup, des nouvelles possibilités s'ouvrent. Ces mêmes énergies ont d'autres expressions. Parce que j'ai connu le mal, je sais faire le bon. Parce Mmh. que j'ai connu la peine, je sais emmener de l'amour et de la sécurité. Puis s'ouvrir à ce savoir. Puis ça se fait à travers nous. C'est on n'a pas nous à aller le chercher. Exactement. Mmh. Souvent, c'est ça que les gens pensent, ils doivent aller chercher quelque chose qui est à l'extérieur d'eux, quand en fait, Oui, tout est déjà à l'intérieur de nous. C'est oui, de se oui, permettre oui. de connecter justement, juste qu'est-ce que tu disais tantôt, l'imaginaire. On s'est Mmh fait dire quand on était jeune: «Ah non, tu ça, c'est pas vrai ça mh. n'existe pas». Donc on s'est fait comme, fermer notre imaginaire pour complètement le mettre de côté, donc pas avoir, l'accès à notre cerveau droit finalement, juste être dans notre cerveau gauche, Oui, oui, l'analyse, oui, ce qu'on oui, voit, ce oui, qu'on touche, ce qu'on mesure et oui, quand finalement l'imagination c'est notre plus grand allié si oui, on veut oui, oui, reconnecter à notre essence et à la oui, vérité, parce oui. que c'est notre outil. Oui, oui. Non, moi, je suis convaincu que c'est la faculté humaine la plus divine. C'est l'étincelle du créateur qui est en nous, qui agit en nous. C'est-à-dire, on veut bien distinguer imaginaire et fantaisie. Tu sais, Oui, fantaisie, absolument. c'est de la dissociation. Nous, Ouais, on se dissocie de la réalité pour aller créer des formes, puis aller habiter dans ces formes, ce que les yogis appellent les châteaux dans le ciel, c'est désincarné. Mais l'imaginaire allume la matière et éveille ouais, dans la matière ces possibilités enfouies. Mais c'est par l'imaginaire qu'on y accède, tu sais? Ouais et exactement. C'est mmh, important de faire la distinction entre mmh ces 2 parties de comment l'imaginaire nous aide à s'incarner et justement à amener dans la matière, amener dans notre corps
cette énergie qui nous permet de se transformer, de faire cette alchimie à l'intérieur Oui, de oui, nous. ce potentiel en nous, tu sais? On sent ce potentiel, on le sent tous. Puis quand on le touche, puis on permet à l'imaginaire de le rencontrer, là, ça peut créer des formes dans notre esprit de ce qu'on peut devenir. Et ces formes-là tracent des chemins dans la matrice énergétique pour que notre énergie, dans son mouvement, aille vers ça. Surtout si on se laisse s'identifier. Quand on sent notre potentiel, puis on le voit, puis c'est pas encore ce qu'on est, mais on Mhm, reconnaît que c'est plus nous, en quelque part, parce qu'il y a une résonance tellement profonde avec notre essence. Puis nous, pour le moment, on est encore porteur de, tu sais, de nos fausses croyances. Donc ces fausses croyances nous détournent de nous. Donc c'est mais ça fait partie de notre apprentissage. On s'accepte comme on est en sachant qu'on est en mouvement vers ça, tu sais? Et puis là, doucement, les énergies vitales nous portent vers ça. Mais de laisser cristalliser en quelque part dans notre esprit, fortifie notre pouvoir d'intention, dynamise les élans énergétiques vers cette destination-là. Parce qu'on est fondamentalement en mouvement. Et là, c'est plus le karma, c'est notre dharma. Tu sais? Puis on sent justement, le sentiment de sens, le sentiment de mhm. justesse, tu sais, sur notre chemin, sur notre sentiment d'être. Ouais, cette vitalité, cette force de vie, Mmh. dans les taoïstes, ils appellent ça le chi, Mmh. euh, Ben oui, qui oui. bouge. Dans la tradition hindouiste, ils appellent ça le prana Oui, aussi. oui, ben, c'est ça, Ouais, pour saisir et expérimenter le chi, on doit l'imaginer. Donc tu sais, on n'est plus dans une perception matérialiste, non, qui est aussi de l'imaginaire, même si on ne sait pas que c'est de l'imaginaire. c'est ça. Mais on se défait de cette imagination-là pour s'ouvrir Ouais. à une autre. «Ah tiens, il y a un courant énergétique qui traverse mon être, puis ça passe par certains canaux, puis ça résonne, puis on peut l'imaginer». Puis là et là, d'un coup, on éveille notre conscience à ces ressentis subtils. Et puis là, l'expérience de la matière, elle est différente, tu sais? Mmh. Ouais, c'est une ouverture. Je me souviens quand j'ai commencé en Qigong médical, au début, il nous enseignait comment ressentir, activer nos centres énergétiques des mains, puis juste ressentir sur nous l'énergie au niveau des différents organes. Et au début, j'avais beaucoup de difficultés à ressentir, pas parce que c'était pas accessible, parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait: «C'est quoi ça? C'est n'importe quoi», Ben oui, tout à fait. Oui, oui. qui qui Non, m'empêchait de oui, juste me l'emprise. permettre Oui. que ça soit vrai. Oui, oui, oui. Oui, l'emprise du paradigme matérialiste sur le C'est ça. collectif, sur l'individu, tu sais, donne accès à certains champs de perception, puis enferme d'autres, tu sais? Puis quand on s'ouvre à d'autres paradigmes par l'imaginaire, ça nous ouvre à d'autres expériences incarnées, sensorielles, véritables, tu sais? Puis d'autres couches de perception, ou à ouvrir les facultés subtiles. Tu sais, si on croit que ça existe pas, évidemment, on n'y aura jamais accès, tu sais? Mais il faut être patient, on ouvre la conscience que ces choses existent, puis on cultive une expérience véritable. Tu sais, éviter la tentation de la fantaisie, Mmh. vouloir le vivre avant qu'on ne le vit vraiment, tu sais, puis laisser ses facultés se développer. Puis là, tu sais, il y a le potentiel est infini, tu sais, pour des expériences, tu sais, dans le subtil, dans l'invisible, tu sais, pour Ouais. retrouver les expériences dont nous parlent les grands mystiques, tu sais? A absolument, Mmh. absolument. Puis dans les traditions autochtones, en fait, il y a ce concept de réciprocité entre, les consciences visibles et invisibles, entre le monde physique et non physique. Puis, tout le principe d'offrande, de donner les offrandes aux différentes consciences, que ça soit à la terre, que ce soit au soleil, que ça soit, à différents esprits, comme les esprits des montagnes, comme différents, déités, pour entretenir le lien, pour nourrir, reconnaître par la forme Dans physique ça. de vie, des fleurs, par exemple, ou de la nourriture, ou pour entretenir le lien de réciprocité de façon à rendre ça encore plus vrai dans la matière et s'ouvrir à recevoir cette énergie qui provient de l'intérieur de nous. En fait, puis Oui, c'est ça le truc, c'est que ça vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur de nous et c'est de s'ouvrir à ce que ça puisse se oui, passer, que ça mais puisse. il y a une nuance parce que c'est à l'extérieur,
mais le point d'accès est à l'intérieur. C'est ça. C'est ça c'est un paradoxe. C'est que Oui, oui. c'est un paradoxe. Mmh. C'est rempli, la vie est remplie de paradoxes. Puis Oui, oui. Ouais. souvent, ce que je vois comme bloquant, c'est de vouloir trop comprendre. Et Mmh. ça l'empêche de vivre l'expérience, de Mmh. juste se permettre de vivre l'expérience, Mmh. d'être un débutant, de ne pas savoir, de ne pas connaître, d'être inconfortable dans le Mmh. fait que ben, je fais-tu la bonne chose, je fais-tu pas la bonne chose? C'est-tu comme ça qu'il faut faire ou c'est-tu comme ça ou c'est-tu comme ça? Mmh. Non, fais confiance, justement, comme tu disais tantôt, crois Mmh. que ce que tu fais t'amène vers la bonne direction Et c'est et suffisant, peu c'est importe suffisant. le niveau de oui, oui. Et mmh. C'est simple. C'est tellement Oui, simple oui. que des fois, le cerveau gauche, il accepte pas la simplicité. Oui, oui. Ben, tu sais, c'est le message qui revient beaucoup dans la Bhagavad Gita où Krishna qui enseigne à Arjuna, le grand guerrier, que, on a le droit à notre travail, mais pas le fruit de nos travail. Mmh. C'est-à-dire, nous, on fait le geste, puis là, il se passe ce qui se passe, puis nous, on reçoit comme ça nous vient. Puis on fait confiance que le geste est suffisant, tu sais? L'acte est suffisant. Et puis là, ah, tiens, ça engendre quelque chose. Puis des fois, la récolte est petite, des fois, la récolte est grande. Des fois, ça prend du temps, tu sais, puis mais c'est pas à nous. Ça, rendu là, c'est au-delà de nous. Humblement, on fait le geste, puis on s'occupe pas de comment ça nous revient, mais ça nous revient on accueille ce qui nous revient comme ça nous revient. Ouais, ouais. En Mmh. sachant que ça va revenir, tu sais, dans la tradition des Pacos, ils parlent du principe justement de réciprocité qui appelle Aini, A-Y-N-I. Et vivre en réciprocité veut dire que j'ai pas besoin de m'inquiéter si ça va revenir parce que c'est sûr que ça va revenir. Oui, oui, J- j'adore ça là, ce principe de j'avais jamais imaginé directement comme ça, d'un lien de réciprocité avec l'invisible. C'est parfait. Je veux dire j'en reviens pas comment j'y ai pas vraiment pensé avant. Un principe auquel je parle beaucoup dans, tu sais, mon travail avec les couples et avec les Mhm. familles, parce que tout un lien, c'est un enjeu de réciprocité. Un lien, un couple en santé où c'est là quand la réciprocité trouve son équilibre. 100%. Mais je l'avais pas étendu pour, notre lien avec l'invisible. Donc là, c'est vraiment un petit bijou là que tu m'apportes avec lequel je vais méditer, dans, tu sais, dans les mois à venir là, ça fait Hmm. c'est beau ça, hein, la réciprocité avec l'invisible. C'est très Ouais. profond. C'est très, Oui, très oui. profond. J'ai hâte de t'entendre sur ce que tu vas découvrir dans ta cultivation parce que pour moi, ça a été un game changer. Ça a changé complètement ma façon de Oui, oui, oui. percevoir ma vie puis la connexion avec tes différentes consciences. Et ça me rappelle une histoire justement que mon ami Jeffrey me racontait s'est fait transférer la sagesse des Pacos, justement, du Pérou. Puis il disait, un jour, il était dans les montagnes, avait été faire des cérémonies, c'était tard, il faisait noir, puis il avait besoin d'un endroit où dormir. Tu sais, puis il marchait dans la montagne, noir complètement, puis il voit une petite maison, il arrête, il cogne, puis il demande est-ce qu'on peut coucher sur le plancher? On a froid, on n'a rien, tu sais. Puis la personne les a laissés rentrer. Puis non seulement ça, elle s'est mise à faire le souper pour les nourrir. Puis là, mon ami Jeffrey, qui est un Américain, tu sais, il dit, je peux pas accepter ça, tu sais. Je peux pas, c'est tout ce qu'il y a. Il nous donne tout ce qu'il y a. Puis Tupac, qui est avec lui, un autre Paco, il dit, Jeffrey, tu comprends pas. Lui, il vit avec le principe de Heine. Lui, te donner, c'est même pas une question dans sa tête. Il sait que ça va revenir. Mmh. Donc, accepte, Mmh. accepte. Laisse ta croyance de côté, mange. Puis pour moi, cet exemple-là, il est tellement profond parce que dans notre société nord-américaine, des fois, ah ben là, si je donne ça, ça va-tu il y a beaucoup de protectionnisme puis de pensées qui sont basées de la rareté, tu sais, qui sont basées sur la survie. Euh, et c'est même difficile pour certaines personnes de dire je vais donner tout ce que j'ai, mais je sais que ça va me revenir. Mmh. C'est merveilleux, j'adore ça, super belle histoire. Ouais. Donc, puis j'ai commencé à pratiquer plus ça, de remarquer à l'intérieur de moi quand, exemple, j'avais ce réflexe-là de vouloir me serrer puis de ne pas vouloir donner par peur Mmh. de manquer.
Puis Mhm, ça m'a mhm. amené à cette réflexion-là, puis je me suis rendu compte qu'à différents moments, j'avais ça qui m'habitait, puis j'étais même pas conscient que ça m'habitait autant que ça. Ah, ben, tu sais, tu me fais penser à quelque chose. Quand tu m'as demandé qu'est-ce que je fais moi quand, tu sais, je suis dans une tempête ou un tourbillon. Oui, Puis là, je dis: «Je me recueille» et c'est sûr que je fais ça. Mais souvent, c'est par exemple, je me sens face à une situation dans le matériel où je sens que, tiens, là, j'ai des grosses dépenses, puis j'ai pas le revenu. oui, Je me dis exactement ce que tu dis là: «Albert, tu as juste à donner. Donne. Sois généreux. Ne pense pas au retour. Juste organise quelque chose, donne quelque chose. Tu as quelque chose à donner, partage-le et là, ça va engendrer les mécanismes de retour». Tu sais? Puis ça, je me le répète beaucoup. Tu sais? «Oh, je suis confronté à un sentiment de manque, donne, donne». Tu sais? Puis plus le sentiment de manque est grand, plus j'ai à donner. Donne donner. plus, donne autant que tu peux. Amplifie, monte le volume, donne. Tu sais? Et puis là, il y a une ça vraiment, ça génère une magie. Il se passe quelque chose. C'est tellement Ouais. intéressant. Qu'est-ce que tu dis? C'est une autre confirmation de ce que j'ai vécu quand j'avais mes entreprises où à chaque fois que je prenais des décisions en fonction de faire de l'argent, ça Mmh, marchait jamais. Puis mmh, à chaque fois que je prenais des décisions juste en fonction de donner, puis de mmh, m'ouvrir, puis d'amener de la valeur de mon cœur, mmh, là, les revenus rentraient sans mmh, que j'ai à faire d'efforts, juste mmh, en étant au service, finalement. mmh, mmh. Cool. Et Ouais, au c'est service. Mmh facile d'oublier ou de surtout avec les médias sociaux, le marketing qui est partout sans même qu'on s'en rende compte et ça parle à notre inconscient et ça nourrit justement, de ces énergies, heu, comment on ressent ou comment on perçoit notre intérieur, et tous les principes de marketing, en tout cas jusqu'à maintenant, sont basés sur créer un manque à l'intérieur de l'individu pour que l'individu achète quelque mh, chose et non, créer en fait, une opportunité gagnant-gagnant entre, 2 personnes ou, 2 entreprises pour créer une valeur qui fait 1 + 1 = 3 et non pas, toujours une relation transactionnelle mmh, où, dans la majorité des cas, il y a une personne qui gagne, puis l'autre personne, elle perd d'une certaine façon. Il n'y a pas de synergie. mmh, mmh. Ouais, ça me ramène à mes affaires là, parce que j'ai de quoi, j'ai des projets que j'aime dont j'aimerais, offrir davantage et c'est toujours la question que je me pose, tu sais, comment j'en parle? Comment je les fais connaître? Puis, tu sais, il y a la timidité là qui est là, Mmh. face à la caméra, face à être en ligne, face à faire du bruit, face à parler de mes affaires. Puis là, juste de, tu sais, de revenir à le principe de donner, d'offrir, tu sais? J'ai rien à vous vendre. Je veux dire, C'est j'ai quelque ça. chose à vous offrir, tu sais? Puis, possiblement, ce que je vous offre pourrait combler un besoin qui est en vous, tu sais? Puis j'aimerais bien, vivre cet échange avec vous, tu sais? Et ça change l'attitude, ça dissout le besoin de paraître, tu sais? C'est juste dans l'essence tu sais, du projet. Ouais, Puis c'est drôle que comment, ouais, comment on se fait attraper, tu sais? Puis on oublie, puis on a besoin de se rappeler, tu sais? Puis que c'est ça, c'est juste dans la simplicité de relationnel, de bienveillance et de don. Écoute, j'ai quelque chose de bon là, puis pour vous, puis je pense que ça pourrait vous faire du bien, tu sais, un grand bien. ouais. Ouais, Mmh. je pense que c'est le prochain niveau, justement, de conscience de ce qu'on appelle aujourd'hui du marketing, mais de connexion entre les différents individus ou les différentes entreprises où on va accepter de créer et non pas à partir d'un manque, pas à partir d'un paradigme de séparation, mais à partir d'un paradigme d'unité où si on se joint ensemble, c'est pour créer quelque chose de plus grand. Mmh mh. C'est Mmh. pas juste pour que toi, tu me donnes un peu, puis que je te donne un peu, puis là, on se sépare, mais qu'on crée quelque chose qui, amène une vraie pérennité parce que je te parle un peu de mon background d'entrepreneur, mais tu sais, dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit beaucoup la pérennité comme étant, l'entreprise doit croître, constamment, puis, Mmh. elle doit continuer à exister le plus longtemps possible.
quand, la vraie pérennité, c'est pas ça. La vraie pérennité, c'est de servir. Mmh. Donc si je sers plus, pourquoi je devrais continuer à exister de cette façon-là? Pourquoi je ne Mmh. devrais pas me transformer et Mmh. servir à quelque chose d'autre peut-être, et non Mmh. pas au but initial qu'on s'était donné comme actionnaire ou comme, chef d'entreprise? Puis, ça revient à ce qu'on parlait tantôt, de se permettre de laisser la vie traverser qui je suis comme chef d'entreprise, puis laisser, la vie traverser mes vice-présidents aussi, puis laisser pourquoi on se laisse pas, en tant qu'équipe de direction, traverser par la vie? Pourquoi on n'écoute pas de l'intérieur? Mon ami Rémi Tremblay, est-ce que tu connais Rémi Tremblay? Ça me dit quelque chose? Rémi Tremblay, il a fondé la Maison des leaders il y a une vingtaine d'années en fait, il amène des leaders à réfléchir justement sur leur posture interne, puis à reconnecter avec leur spiritualité Mmh. également. Donc, il invite beaucoup différents euh, moines, il invite des gens qui ont fait un parcours assez atypique également à venir parler aux leaders pour les aider, les éveiller à quelque chose de plus grand qui vit à OK. l'intérieur d'eux. Mmh. Donc, il parle de ça justement, de comment amener les entreprises à réfléchir en dehors du modèle qu'on s'est fait inculquer pour créer quelque chose de différent qui amène une valeur, pas juste aux actionnaires monétaires, mais qui amène une valeur à la collectivité, qui amène une valeur à notre planète, qui amène une valeur qui n'est pas juste dans le faire, mais qui est aussi dans l'être. Mmh mh. Mmh. Bah, oui, merveilleux, c'est merveilleux que c'est ça, cette culture se répand dans ces sphères-là, tu sais? C'est ça, ça peut vraiment changer le monde. Fait comme Ouais. tu dis, tu accompagnes des gens, tu accompagnes des couples, ben, dans ces personnes-là, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont sur, le marché du travail et qui ont un pouvoir d'influence. Moi, je crois beaucoup en la capacité de chaque individu à, influencer énergétiquement, puis aussi avec, notre façon d'être et notre façon de modéliser, la relationnalité justement. Mmh Comment mh. être relationnel? Mmh mh. Mmh. C'est le challenge. C'est le challenge de notre époque, de revenir dans cette reconnexion à soi pour être, encore plus connecté, à notre partenaire, à nos enfants, heu, aux gens avec qui on travaille. Mmh. Ben, il y a une autre citation, tu sais, que j'ai lue dernièrement de un de mes grands, idoles, c'est Joseph Campbell. Joseph Ouais. Campbell est connu pour Le Voyage du héros. Puis il disait que la personne qui est sur sa quête, tu sais, qui est véritablement sur sa quête, qui s'installe dans son lien avec l'au-delà, puis suit son appel, tu sais, suit son appel, fait face aux défis, les affronte. Il se revitalise, tu sais, il retrouve sa source de vitalité et puis c'est ça qui change le monde parce que l'être revitalisé revitalise le monde, Mmh. tu sais? Et donc toi, quand tu étais dans ton tu sais, ta façon de faire, tu te usais. Tu sais? Tu perdais ton énergie vitale, tu étais à Ouais. l'encontre de tes sources vitales. Maintenant, tu as une autre façon d'aborder les choses, où tu suis les courants, tu revitalises ces énergies-là. Et là, tu peux alors enseigner à d'autres comment se revitaliser. Et puis là, tu sais, le chef d'entreprise qui sort de cette tendance, qui se use, qui use alors toute son hiérarchie, tu sais, parce que la culture de l'hiérarchie va refléter genre les qualités tu sais, de ce qui est à la tête. Puis ce qui est à la tête redevient se revitalise et revitalise toute la structure, tu sais? Et puis là, ça y est, on voit des gens comme Tony Robbins qui, tu sais, qui sont des phénomènes, là, qui ont une capacité de travail qui semble surhumaine. Ben, c'est parce qu'eux, justement, ils sont totalement ouverts comme véhicule, puis il y a zéro, friction, genre, ils sont entièrement portés. Puis énormément de hauts performeurs vont beaucoup parler tu sais, du flow state. Ouais. Et puis comment ça vient de au-delà de soi, puis ils sont juste un instrument d'eux, ils puisent à ça, puis ça passe à travers eux. Puis ça, c'est une condition un état de conscience qui est accessible à tous, mais c'est de la reconnaître, puis mettre en place des façons d'être pour s'ouvrir à ce genre de tu sais,
réciprocité, de lien réciprocité avec l'univers, avec l'invisible, tu sais? On s'ouvre à l'invisible et l'invisible est généreux, c'est de la générosité même, tu sais? Puis être porté par cette générosité, tu sais? Être généreux avec la vie, donner, permet à la vie d'être généreux avec nous, puis là, que se passe-t-il? C'est à découvrir, c'est l'invitation, tu sais? Chacun allait découvrir, puis là, c'est rentrer dans l'inconnu, c'est rentrer dans le mystère. Tu sais, qu'est-ce que la vie va nous permettre de découvrir quand on nous fait confiance, puis on reste dans notre générosité, on reste dans notre humilité, Mmh. tu sais? Ouais. C mmh Ouais, puis de donner, parce que la générosité, des fois, on peut la pratiquer de façon, justement dans un but de recevoir, tu sais, dans un but d'avoir de la reconnaissance ou d'être validé et ça, c'est pas de la vraie générosité, c'est une forme de Non. générosité, qui est créée par le manque Oui, oui, oui. et et non la générosité qui est débordante, en fait, qui vient de l'abondance de: «Je suis tellement rempli à l'intérieur de moi qu'il y a rien d'autre que je peux faire que donner encore Mmh mh. plus à l'extérieur de moi» et comme tu disais tantôt, j'ai aimé qu'est-ce que tu disais, c'est: «J'ai tellement à l'intérieur de moi, pourquoi je fais pas juste justement le partager plus puis de donner plus de ce que j'ai à l'intérieur de moi?» Mmh et en partageant ça, ben ça peut pas faire autrement mh. que me revenir parce que je suis dans cette énergie qui ne provient pas de «il me manque quelque chose», mais qui Mmh provient de je veux redonner ce que j'ai reçu. J'ai, une opportunité de le faire et pour moi, je le vois comme un service, en fait. Pour moi, je le vois comme un service, puis j'ai, eu l'opportunité de souffrir pour avoir l'opportunité de m'éveiller à tous ces outils-là. Donc, c'est mon service que je donne. Puis c'est un peu la prémisse même du podcast Enosis. Pourquoi j'ai décidé de faire ces conversations? Parce que je veux redonner, puis je veux amener des gens aussi à faire la même chose. Donc, c'est pas quelque chose qui est venu avec une idée de manque à l'intérieur, mais qui est venu par l'idée de pourquoi pas créer plus de conversations authentiques, pourquoi pas amener plus de cette énergie dans les médias sociaux, par exemple, pour amener les gens à se rappeler de mh. leur abondance pour amener les gens à se rappeler de toutes les ressources qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Puis, s'ils ont besoin, bien, qu'ils nous appellent. Mais s'ils n'ont pas besoin, puis qu'une phrase que tu as dite a complètement transformé la perspective de quelqu'un, wow, Mmh mh. quelle beauté! Quelle Mmh mh. beauté! Mais c'est s'autoriser. Puis ça m'a pris du temps à m'autoriser Mmh. à faire le geste. Ça a été longtemps à l'intérieur de moi. Je ne m'autorisais pas. Ça m'a pris quasiment 1 an et demi à décider que je lançais le podcast. Oh! Tu Ben, imagines? félicitations. Mmh Donc, ça a pris 1 an et demi à germer jusqu'à temps que ça sorte. Mais ça a été vraiment d'un processus de OK, là, c'est prêt. mh. Là, c'est mûr. Mais ces idées-là, pour certaines personnes, puis je le mentionne parce que moi, j'ai eu pendant longtemps une partie de moi qui, dès que j'avais une idée, il fallait que je passe à l'action tout de suite. Puis Mmh. j'étais pas capable de le laisser germer à Mmh. l'intérieur de moi. Fait qu'il y avait plein de choses que je faisais, mais c'était pas prête. Donc, Mmh. ça marchait pas. Mmh. Ou ça me donnait un feedback négatif. Mmh. Ça me donnait pas un feedback de flow, ça me donnait un feedback de Mmh. résistance. Mmh. Et j'ai appris tranquillement à laisser émerger parce que l'idée est là, mais peut-être qu'elle est pas prête encore, comme la Oui, oui, fleur. mais je veux dire, tu es une exception parce que là, tu parles de quelqu'un qui sait être en action, qui apprend alors ensuite à prendre son temps et choisir le bon moment. Mais la plupart des gens savent pas être en action et vivent dans une attente du bon moment perpétuel qui ne vient jamais. C'est très bon ce que tu amènes. Et donc Continue. il est mieux de faire et de s'enfarger et trébucher et tomber pour éventuellement raffiner et trouver un meilleur équilibre. Et c'est ce qui s'est passé pour toi, tu sais? Parce que si tu avais pas poussé, 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 tu serais pas arrivé où tu es rendu. C'est Et ça. donc oui, on peut reconnaître que bon, tu posais des gestes qui étaient portés par une énergie qui était pas la meilleure, mais grâce à Dieu, tu as fait tout ça, tu sais? Grâce à Dieu, tu as eu ces expériences-là.
grâce à 2, tu t'es approché du burn-out, tu sais? Pour que tu puisses arriver aux réalisations dont tu es arrivé là. Puis donc c'est ça pour la personne moyenne, moi je leur encouragerais à faire, même si c'est pas le moment. Tire la flèche, même si elle est très loin de la cible, mais continue à tirer, puis à un moment donné, elle va se rapprocher de la cible, tu sais? La plupart Ouais, d'entre nous, on a plus de mal à se mettre en action, puis que tu sais que et vaut mieux apprendre à viser en tirant des flèches que juste regarder la cible puis attendre, tu sais, attendre que quelque chose se passe, tu sais? Mmh. Mais ouais, bon, tout je à veux dire, fait. je veux dire, chaque être humain est unique dans évidemment dans la couleur de son chemin, puis ses besoins, puis comment ses forces à elles veulent se manifester et s'exprimer, puis tu sais? Mmh. Mmh. Ouais. Ouais, Mmh. absolument. Donc, Et quel geste elle doit poser, quel geste elle doit arrêter de poser, tu sais? Tu sais, c'est ouais. Ouais, qu'est-ce que tu, conseilles aux gens que tu accompagnes, par rapport à, leur pratique personnelle justement de connexion à eux-mêmes? Hem, pour toi, est-ce qu'il y a une quantité de temps que tu recommandes aux gens de s'accorder, Mmh. Hein? heu, au quotidien pour justement avoir ces connexions avec soi? Ben, j'invite les gens à commencer doucement, il y a à f très humblement. D'abord enfin, à vraiment faire grandir la chose plutôt que de quantité, commencer avec une petite période qui ils sont qui est suffisamment accessible, qu'ils savent qu'ils vont le faire sans se tourner à l'envers pour le faire. Mmh. Personne qui se dit: «OK, à partir de maintenant, je vais faire genre 1 heure ou 2 heures de ma pratique par jour». Là, évidemment, la journée, elle passe comme elle passe, puis la pratique se fait pas. La personne se dit: «OK, ben, demain, je fais le double». Là, le lendemain passe, puis il a pas eu le temps non plus. «Ah merde, bon là, OK. Là, ce week-end, je me concentre, puis genre, je passe une journée entière». Là, ça passe pas non plus. Là, la personne, il commence à s'en vouloir. «Oh là là, ma pratique. Ah non, 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 genre, j'ai même pas envie d'y penser parce que là, je me sens comme un échec». Et donc là, c'est comme sur le tapis, là. «Ah, laisse tomber, j'en fais même plus» parce que juste penser à pratiquer soulève une autocritique. J'ai pas envie de vivre l'autocritique, alors laisse tomber, j'ai même plus envie d'y penser. Donc, de vraiment commencer par quelque chose de tout petit, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, puis qu'on accroche à un élément de la journée qui est déjà dans la routine. Tu sais, on est routinier. Il y a Mmh. des gens qui disent: «Ah, j'ai pas de routine». Non, il y a toujours une routine. Il y a toujours des petits actes qui reviennent tous les jours. Et là, de choisir un moment qui revient, puis d'accrocher. OK, juste avant ce moment-là, c'est juste avant que je me brosse les dents à tous les soirs ou juste après, je vais faire ma petite Ouais. pratique. Puis je m'engage pour un temps de toujours faire tout petit. Tu sais, c'est si petit que ça déroute pas la routine qui est déjà là. Absolument. Mais ça prend ce petit engagement, mais l'engagement est accessible. Je peux le faire sans me tourner à l'envers. Puis là, à un moment donné, ça fait partie de la routine. Ça fait partie de la roue qui tourne. Et Mmh. là, après, à un moment donné, ça se fait sans même exercer de volonté pour que ça se fasse, parce que c'est dans la routine. Et là, après, on peut le grandir. L'autre chose que je recommande, c'est ce qu'on les bouddhistes appellent les micro-pratiques. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes. J'attends à l'épicerie, j'attends devant l'ascenseur, j'attends dans un feu rouge Ouais. et je fais le vide pour 5 secondes. Plutôt qu'aller dans l'habitude de mes réflexions, pensées constantes, je reviens et je suis juste présent. Et puis ça, c'est un effet cumulatif. C'est étonnant comment c'est fort. Mmh. Très Ça puissant. ça empêche, tu sais, des vagues de dépassement de soi ou de réactions excessives. Tu sais, juste ces petites tu sais, c'est comme si on pétait une bulle, on revient à ça, on revient à soi 10, 15, 20 fois par jour. Puis là, la petite pratique, quand on a fait ça, elle est alors vécue avec plus d'ampleur. L'autre moment qui sont hyper critiques, c'est la fenêtre qu'on appelle hypnagogique et hypnopompique. Quand on s'endort le soir, une Mmh. petite fenêtre où on n'est plus dans l'éveil, mais on n'est pas encore tout à fait endormi. Il y a un entre-deux. C'est un état de conscience bien particulier, Ouais. puis on peut le reconnaître.
Ça, c'est vraiment une grande fenêtre de l'ouverture du champ de la conscience. Puis, revenir à un silence ou se répéter une affirmation positive dans ce moment a vraiment un grand impact sur la façon qu'on dort et les structures de notre psyché profonde. Même chose au réveil. Quand on se réveille, il y a un moment où la conscience émerge. On n'est pas tout à fait encore réveillé, mais on n'est pas tout à fait endormi. C'est là où on a la mémoire de nos rêves. Là, Mhm. juste d'être avec soi, accueillir, puis même si on veut placer une intention pour la journée, ça a un énorme impact sur comment l'énergie de notre être se déroule. Et c'est des gestes qui sont faciles à faire. Tu sais, ça prend juste un peu de volonté, tu sais, se le rappeler, mettre ça sur son journal. C'est une petite pratique de 5 à 10 minutes, consciente, assis, appliquée. Des mini pratiques à travers la journée et puis là, ces moments clés. Juste ça là, ça change quelqu'un. Ça tu sais, ça déroute les élans de schémas conditionnés, ça éveille le pouvoir de l'intention et ça remet en contact avec le champ, plus grand de notre potentiel qui veut se déployer à travers nous. C'est tellement puissant. Écoute, c'est 100% en alignement avec, comment j'ai introduit les pratiques dans ma vie, puis, Mmh. comment je les enseigne également. Puis en le pratiquant sur moi, je peux confirmer que ça marche parce que Mmh. surtout le moment, il y a quelque chose de très, très puissant dans la troisième chose que tu as partagée de, la phase juste avant qu'on s'endorme, puis juste quand on vient de se réveiller. Heu Mmh. pour moi, j'ai tout le temps été justement, anxieux en me couchant le soir. J'avais tout le Mmh. temps des pensées, puis maintenant, je fais une pratique, de méditation avant de me coucher, mais dès que je me couche puis que je mets la tête sur l'oreiller, je me connecte, je m'enracine, je m'imagine que la terre, elle vient me elle vient m'embrasser avec le Mmh. mycélium, Mmh. avec les racines, puis que Mmh. je forme un cocon, puis je me couche avec la terre-mère. Je suis Mmh. connecté à la Mmh. terre directement Mmh. et ça me donne un sentiment d'apaisement de revenir connecté avec ma mère finalement. Mmh. Puis je m'endors dans une joie, en Mmh. remerciant la terre, Mmh. en remerciant les éléments, en remerciant le soleil, l'eau, puis je m'endors avec cette joie. Puis quand je me réveille le matin, je me réveille puis je remercie mon corps en me réveillant. Mmh. Je remercie mon corps de Mmh. m'accompagner encore aujourd'hui, Mmh. dans cette aventure, Mmh. puis avec l'intention de raffiner la connexion Mmh. avec mon essence. Mmh. Bravo. Mmh. Puis c'est des 2 choses qui ont vraiment transformé ma perception, de la vie puis mon ressenti avec moi-même. Mmh. Extraordinaire. Mmh. C'est très puissant ces moments-là, mais merci de le partager parce que quand on fait quelque chose depuis un certain temps, des fois, on oublie, tu sais, Mmh. l'impact Mmh. que ces choses-là peuvent avoir. Mmh. Puis, Albert, dis-moi, est-ce qu'il y a des offres justement que tu lances, dans les Oui, prochaines semaines, dans les oui, oui, prochains oui, mais merci mois? de me demander. Oui, oui. Alors, je j'offre un 20 jours de pranayama qui commence le 11 mai, matinal. OK? Donc une demi-heure de pranayama et j'ai vraiment, si je veux bien, tu sais, me le permettre, une belle façon d'enseigner le pranayama qui est très différente de la façon qu'on le pratique habituellement, qui ouvre le diaphragme, les poumons, le sentiment de connexion avec notre vitalité. Et les gens en reviennent pas là, tout ce qu'ils vivent comme retrouvailles de soi, comme force vitale, comme volonté. Je pense que le pranayama, c'est une des pratiques les plus efficaces parce que ça va vraiment en profonde, tu sais, des conditionnements imprimés dans notre système nerveux. Tu sais, la respiration, c'est notre contact avec la vie. Et donc ça commence le 11 mai, puis j'aime beaucoup, beaucoup offrir cette pratique. Et puis là, j'ai cette offre de couple, tu sais, que j'offre, qui est ouvert. Donc ça, c'est en privé, de Oui. 5 séances et j'appelle ça le lien sacré réenchanter le couple. Et donc c'est une rencontre, c'est dans la vulnérabilité profonde, tu sais, de 2 êtres humains qui veulent laisser aller les défenses, les Mmh. carapaces, puis s'aimer pleinement, puis rêver ensemble d'une belle et grande histoire Ouais. d'amour, tu sais? Et puis j'offre, une série d'ateliers sur la généalogie, constellation familiale, des 6 semaines. Et là, j'en ai un qui commence à Val-David, le 14 mai. Et c'est un engagement avec un petit groupe de 12 personnes. Puis on fait 6 soirs, puis on fait un beau voyage, vraiment transformateur. Et puis
Ouais, puis je vais sûrement offrir d'autres choses, dans les semaines à venir là, c'est à peu près ça pour le moment. Comment est-ce qu'on peut, rentrer en contact avec toi? Mais C'est quoi la j'opère meilleure beaucoup façon? par ma page Facebook. Oui, Je commence à utiliser ma page Instagram, mais je comprends moins un petit peu comment ça fonctionne, mais surtout Facebook. J Ma page personnelle, Albert Béchac Bissada et puis on va tu mettre sais, le les lien. gens oui, qu'on vienne me suivre, puis c'est là où je monte les ateliers, puis Instagram aussi. Mmh. Excellent. On va mettre les liens de tes 2 médias dans la description du vidéo si vous avez envie, si ça vous, appelle de contacter Albert, vous allez pouvoir le faire, ici. Mmh. Merci beaucoup Jean-François, c'est vraiment le fun. Mmh. Albert, merci, énormément pour ta présence aujourd'hui. C'est un plaisir de te rencontrer et d'apprendre à te découvrir, bien hâte de continuer ça, ensemble. C'est un plaisir, d'avoir pu, s'entretenir avec toi aujourd'hui dans Conversation Inno 6. Ouais, c'est réciproque. Merci beaucoup. Merci pour ta présence.